Bonjour et bienvenue dans cette déjà cinquième escale au cours du mois du voyage qui, qui commence à être bien entamée. Donc aujourd'hui, nous recevons William Moxion, directeur de rédaction, si je ne me trompe pas, de la revue Bout du Monde, une revue de carnet de voyage qu'on aime beaucoup. Donc vous voyez beaucoup d'exemplaires ici. Et Caresse Leroy, photographe, qui a collaboré avec la revue Bout du Monde sur ce numéro, notamment grâce à une photo qui l'a rendu assez célèbre. On peut dire ça. Et, euh, et voilà, donc aujourd'hui, on va explorer un petit peu tout ce qui est carnet de voyage, tout ce qui est au milieu de tous ces grands voyageurs, explorateurs, écrivains. Il y a aussi une manière de relater le voyage qui peut être différente, plus à hauteur de voyageurs. Bonjour Edmond. Et, euh, et voilà. Monsieur Moxion, enchanté. Municiez-vous d'un amplificateur vocal. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre revue? Comment est-elle née? Sur quelle idée? Dans quelle démarche? Donc, Bout du Monde, c'est une revue trimestrielle qui publie des carnets de voyage. Donc, on publie entre 15 et 20 voyageurs dans chaque numéro. Il y a des récits, il y a des photos, il y a des croquis, il n'y a pas de publicité. Il n'y a pas de guide pratique non plus pour vous dire où dormir à l'hôtel, dans quelle paire de chaussures il faut emmener ou quel sac à dos, de quel sac à dos il faut se munir. C'est vraiment que des expériences de voyageurs. C'est une précision qui est importante parce que tout ce qui existait dans la presse de voyage jusqu'à présent, euh, s'orienter assez facilement vers les guides pratiques, vers les itinéraires. Nous, on vous dit, voilà, si vous voulez préparer un voyage, c'est pas avec Bout du Monde que vous allez le faire. C'est vraiment que des regards de voyageurs qui sont drôles, qui sont intimes, qui sont émouvants, qui sont parfois irrévérencieux. C'est un petit peu tout le sel du voyage qu'on peut ramener avec soi. Et l'idée de base, donc moi je suis journaliste de profession et l'idée, donc je voyage, j'ai des amis qui voyagent et j'avais constaté que nous tous, quand on était en voyage et qu'on s'envoyait des mails, il y avait un petit supplément d'âme par rapport à la manière dont on parle des pays traditionnellement et que tout ça, on le lisait nulle part finalement et que ce serait, voilà, l'idée de base, c'est ça, ce serait chouette de faire un magazine. À l'époque, c'était un magazine, de faire un magazine avec les mails qu'envoient les copains. Donc c'est vraiment une idée. On aurait pu virer fanzine, enfin, sans que ça soit péjoratif. Et puis, en fait, la production des voyageurs, elle est tellement riche, que ce soit en photo, en croquis, en texte. Voilà, quelques années plus tard, on arrive à faire cette jolie revue trimestrielle, grâce à les quelques milliers de voyageurs qui nous ont confié leur carnet de voyage depuis qu'on existe. Et ce qui n'est pas chose facile, parce qu'un carnet de voyage, en général, c'est quelque chose qui est assez intime, et c'est pas si simple à publier. Ça vous semblait correspondre à un vide enfin, est-ce qu'il y avait un équivalent au bout du monde? Est-ce Ah que... bah, on n'a fait aucune étude de marché, ça c'est sûr. Euh, j'ai l'impression, oui, parce on a un ton différent, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'il n'y avait pas que les journalistes qui pouvaient prendre le pouls de la planète, que les voyageurs aussi, ils étaient en première ligne, et puis ils ne s'arrêtaient pas à ce qu'on raconte sur l'Iran pour aller voir à quoi ressemble Ispahan, Shiraz ou Yazd. Et je ne suis pas sûr que sur BFM TV, on nous raconte précisément à quoi ressemble Ispahan, Shiraz ou Yazd. Il vaut mieux faire confiance aux voyageurs pour bien appréhender l'Iran plutôt qu'aux journalistes. Je ne crache pas sur les journalistes parce que j'en suis, mais je sais très bien comment ça fonctionne. Et donc les deux regards sont complémentaires. Euh, et c'était donc cette ligne éditoriale. Ouais, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Elle s'est affinée au fur et à mesure que la revue est sortie. Et voilà, ce qu'il en est ressorti, c'est que on a envie de laisser aux voyageurs le soin de prendre le pouls de la planète. C'est vraiment ça. Est-ce que c'était un manque? J'en sais rien. Je pense qu'il y a plein de MOOC en ce moment. Est-ce que on est un MOOC, hein, c'est la contraction de magazine et de book, c'est pas très beau. Il y a plein de magazines qui font aussi, voilà, qui sortent un petit peu des sentiers battus traditionnels de la presse de voyage. Ça change, les tons changent. On est en train de sortir des guides pratiques, etc. Et je pense que c'est plutôt tant mieux. C'est du coup vous orientez sur une forme de voyage sensible.
Comment est-ce que vous sélectionnez les articles, les approches C'est pour faire un numéro de Bout du Monde? c'est complètement subjectif, c'est au coup de cœur, quoi. En gros, je sélectionne un carnet de voyage quand à le lire, j'oublie que je le lis pour Bout du Monde, hein, où je suis complètement happé par le truc et puis, et bon, bah, c'est bon, c'est gagné. Après, je le relis avec un autre regard, mais ouais, c'est vraiment très, très subjectif, c'est au coup de cœur. Et puis, il y a des critères éliminatoires, c'est que dès qu'un carnet de voyage va faire un état des lieux de tous les attraits touristiques du pays, qui va parler du pays de manière académique, voilà, ça ne va pas correspondre à notre ligne éditoriale. Nous, ce qu'on veut, c'est des expériences vraiment intimes, des regards intimes, voilà, des sensations de voyageurs qui sont contents, pas contents, pressés, perdus, de mauvaise humeur, qui se demandent ce qu'ils font là, qui veulent pas rentrer chez eux, qui veulent rentrer chez eux. Voilà, c'est tout ça. C'est un peu toute la magie du voyage qu'on arrive à ressentir quand on a soi-même voyagé et quand on va lire la revue, ah, ça me parle, j'ai ressenti ça quand j'étais là-bas. Bah, on peut presque faire une étude de cas. Comment vous avez rencontré Caresse Leroy? Comment est-ce que vous avez voulu publier son reportage sur Bah, sa je suis grand-mère des tombé, je ne sais Annapurna? plus comment, je crois que c'était la veille, le lendemain qu'il m'a écrit un mail que je n'avais pas encore vu. Je suis tombé sur ces photos du Bouskashi que voici. Donc le Bouskashi, c'est un jeu, un sport, comment, un jeu d'Asie centrale qui est assez mythique pour voilà, quand on a lu Les Cavaliers de Kessel et quand on a vu les photos des Michauds. C'est vraiment des photos mythiques et je pensais même pas quand c'était en quelle année, en 2010. Voilà, je pensais même pas qu'en 2010 on pouvait encore prendre des photos comme ça. Et donc voilà, et on est rentré en contact. Voilà, parce que j'ai découvert ces photos-là. Et puis voilà, on s'est croisés 2 ou 3 fois et on a un centre d'intérêt commun qui se trouve être en Asie centrale. Ouais, on en parle assez dès qu'on peut. Je dois vous avouer que on est très content de recevoir Caresse Leroy. C'était pas prévu au départ parce qu'on avait très envie de. Oui, oui. Ouais. On avait très envie d'inviter Bout du Monde, qui est une revue qu'on aime beaucoup, et c'est Bout du Monde eux-mêmes qui ont insisté en nous disant il y a Caresse Leroy qui sort un livre en ce moment, ça pourrait vous intéresser. Et effectivement, on a mis le nez dedans. Il y a le magnifique ouvrage Hachaïère, Nomade en persan, si je ne me trompe pas, Exactement. qui vient de paraître et qui est juste ici, qui est un nouveau voyage en Asie centrale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, votre rencontre avec Bout du Monde? Bah, je peux rebondir comme ça. Ouais, effectivement, on s'est rencontrés. En fait, moi, je suis rentré en 2011, l'été 2011, d'un voyage qui a duré 2 ans en Asie, de Jakarta jusqu'à Istanbul. Et en rentrant chez une amie, j'ai découvert par hasard le magazine Bout du Monde, que je connaissais pas. Tout à l'heure, je t'ai dit, c'était Peut-être le numéro 4. le numéro 4. Forcément, je le connaissais pas parce que j'étais pas en France pendant 2 ans. C'est donc un des premiers. Et j'ai vu un article sur l'Iran. Et comme je suis féru de l'Iran, ah oui, oui, c'est bien ça, ouais. Ça rappelle des souvenirs. Tu nous l'as revendu d'occasion, d'ailleurs. Non, non, justement, notre première approche, je m'en souviendrai. Donc voilà, et en fait, comme il a dit, ce qui m'a intéressé, et contrairement à la plupart des magazines, des revues, des guides, il n'y avait pas du tout. On parlait pas du voyage de la même façon. Et moi, quand il dit, je ne sais pas s'il y avait un manque, moi j'en suis persuadé qu'il y en avait un. En tout cas, si les gens ne le savaient pas, tu l'as créé. Et tu es au 23e, 25e numéro. C'est juste une preuve, en fait, comme quoi il y avait quelque chose à faire là-dedans, et de cette façon-là, en tout cas, avec cette ligne directrice. Donc, moi, j'ai beaucoup accroché là-dessus et je lui ai envoyé un mail, comme j'envoie un mail à toutes les personnes avec qui j'ai envie de collaborer. Et effectivement, tu te souviens bien, je t'ai je t'ai proposé la série sur le Bozkashi, donc un sport tadjiko-afghan qui a été rendu. Voilà, alors là, c'était au Tadjikistan, à la frontière avec l'Afghanistan. Mais c'est le sport qu'on peut retrouver partout en Asie centrale. On peut l'appeler différemment un peu partout en Asie centrale. On peut le retrouver
même en Ouzbékistan, au Kyrgyzstan, jusqu'en Turquie en fait. Mais on l'a appelé d'une manière différente, mais il a été rendu très très célèbre en Afghanistan parce qu'on déjà on continue à le jouer de la manière traditionnelle, qui est normalement pas dans un stade. Donc au Kyrgyzstan, je crois que tu en as vu un dernièrement cet été. Il y avait 12 cavaliers et là, ils sont 200. Donc, c'était Voilà. pas à peine la même chose. Et ils sont 12 cavaliers, je crois, dans un stade. Non, c'était pas dans un stade, Ah. c'était dans des steppes au bord du lac Songkol. C'était quand même extraordinaire. D'accord. Mais rien à Ouais. voir. Bah, j'ai eu la chance, moi, de tomber. Je me suis bien renseigné. Je ne sais pas si c'est une histoire de chance, mais je m'étais bien renseigné. Effectivement, je rêvais de voir ce sport un jour. J'avais lu les Cavaliers de Kessel et j'avais forcément, je ne sais pas si on dit bercé par des images, mais en tout cas, les images du couple Michaud m'ont forcément influencé. Et j'étais tombé sur ces photos-là, forcément mythiques, qui ont été prises en Afghanistan, je crois que c'est années 50 ou 60, je ne sais plus exactement, je ne veux pas dire de bêtises. Et je crois que voilà, tu avais accroché comme ça. Et puis, c'est notre première collaboration, donc c'était en 2011 ou 2011, 2012, ouais. 2011. Et puis, il y en a eu une deuxième 2012. 2012. Ouais, Je sais plus. entre fin 2011, début 2012. Et puis, on en a fait une deuxième, puisque tu as repris la photo qui faisait la couverture de mon premier livre qui s'appelle 56 000 km, un continent et des hommes, pour en faire un sujet un peu particulier, puisque un an après mon retour en France, j'ai tenté de retrouver la grand-mère qui faisait la couverture de mon livre. J'en ai parlé à peu de personnes, mais j'en ai parlé à William, et il m'a accordé non seulement un article mais, que j'ai écrit, mais en plus de ça, la couverture pour encore plus marquer l'histoire de cette grand-mère que j'allais tenter de retrouver, que je peux le dire parce que maintenant, quand même, ça fait un moment, que je n'ai pas retrouvée. Elle était décédée quand je suis reparti dans les Annapurna 3 ans après l'avoir pris en photo. Et voilà, j'ai écrit le début de cette histoire-là dans Bout du Monde. Alors le numéro, encore une fois, c'est le 13. Et j'ai écrit le début de l'histoire en expliquant que j'allais aller la retrouver. Et la fin de l'histoire, le but n'était pas forcément d'écrire dans un deuxième numéro, c'était de faire un documentaire qui est disponible gratuitement sur le net et qui est la fin de l'histoire. Voilà, c'était notre deuxième collaboration, et la troisième, elle est normalement dans le prochain. Voilà. C'est pour ça qu'on est ensemble ici aujourd'hui. Le livre, donc, c'est 56 000 km, c'est celui-ci, Voilà, c'est le premier. dans lequel vous nous racontez votre périple à la recherche de cette grand-mère, Bajay. Alors, Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu, enfin, dans quelles circonstances vous l'avez rencontrée, et à la suite, qu'est-ce que vous avez retiré de ce voyage, au-delà du fait que vous ne l'avez pas retrouvée, elle, mais comme vous le montrez dans le film, il y a de belles choses qui se passent pour autant. exactement. Alors, je suis parti en juillet 2009 en Asie. J'ai pris un avion. Je vais essayer de le faire court parce qu'en résume 2 ans de voyage, c'est toujours un petit peu compliqué. Et surtout que j'ai aussi un nouveau livre qui vient de sortir, et que si je parle des 2 livres, je vais passer 2-3 heures. Mais pour la faire courte, 56 000 km, c'est la distance qu'il y a entre 2 points. C'est on va dire, point zéro qui commence à Jakarta, parce que j'ai pris un avion à Paris en juillet 2009 et que je suis rentré par les terres en France. Et en fait, le dernier point, même si c'est Paris, mon dernier point, c'était quand j'ai quitté l'Asie après 18 mois. Le voyage a duré 2 ans en tout. Et au bout de 18-19 mois, je suis arrivé à Istanbul, donc 56 000 km, 700 et quelques, j'ai pas mis un kilométrage exact. 56 000 km, c'est la distance que j'ai fait entre Jakarta et Istanbul. Et pendant 2 ans, j'ai travaillé en tant que photographe, j'ai travaillé sur les dernières cultures d'Asie, que j'ai mis en perspective entre les 5 sous-divisions du continent asiatique, qui sont l'Asie du Sud-Est, l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est, l'Asie de l'Est, l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Donc, j'ai sorti un livre en octobre 2011, au moment d'ailleurs où j'ai présenté la série du Boscachi à William. J'ai sorti ce premier livre qui était en fait un résumé et la mise en perspective des cultures des peuples d'Asie dans un sens général. Voilà. Donc, il est sorti maintenant il y a 4 ans, et
4 ans après, je sors mon deuxième livre. Et voilà. Et pour retomber sur la couverture de la grand-mère, puisque c'était ta question à la base, j'ai décidé de mettre la couverture d'une grand-mère que j'ai rencontrée. Je ne savais pas, j'étais parti photographier l'ethnie des Gurung dans les Annapurna, parce que je me concentre énormément sur certaines tribus qui tendent à disparaître en Asie. Maintenant, je me suis spécialisé sur l'Asie centrale et sur l'Iran, mais au début, je faisais, en 2011, je suis parti faire un peu mes recherches dans un sens général. Et donc, j'avais les Gurung en tête qui vivent principalement dans les Annapurna. Et j'ai photographié, j'ai fait un trek qui était relativement classique, hein, qui est le trek des Annapurna. Et j'ai rencontré cette grand-mère sur le pas de sa porte et je l'ai photographiée. Donc c'était en avril 2010. Je ne savais pas qui elle était, contrairement à plein d'autres personnes que j'ai photographiées pendant 2 ans, parce que j'ai passé beaucoup de temps à photographier les gens. Et elle, j'avais pas, elle ne parlait pas, elle parlait encore moins ma langue, enfin que ce soit le français ou l'anglais. Et il y avait personne autour d'elle, et j'avais pas la possibilité de savoir qui elle était. Elle n'était même pas c'était pas une Gurung puisqu'elle était tibétaine. Et je l'ai su 3 ans après, quand je suis reparti, parce que pour l'histoire, c'est que pendant 2 ans, quand j'ai fait la promotion de mon premier livre, tout le monde m'a demandé, mais c'est qui cette grand-mère qui a fait la couverture de ton livre? Et j'ai systématiquement répondu, je sais pas qui elle est, mais un jour, je vais aller lui montrer son portrait, lui ramener son portrait, lui ramener le livre. En fait, lui raconter l'histoire que je connais moi, enfin l'histoire de son portrait, et puis savoir qui elle était. Et j'ai tenté effectivement de la retrouver 3 ans après, exactement. Je suis retourné 3 ans après sur place. Malheureusement, elle était décédée 2 mois avant que j'arrive. Et je raconte pas plus l'histoire pour ceux qui veulent regarder le documentaire. Et donc cette grand-mère, c'était une Tibétaine qui avait 97 ans. Et j'étais pas loin parce que pendant 2 ans, j'ai dit elle avait 100 ans. J'en avais aucune idée en vrai. Et voilà. Donc c'est l'histoire de ma grand-mère des Annapurna. Je l'ai appelée Bajai parce que Bajai, tout le monde l'appelait comme ça dans les Annapurna parce que Bajai veut dire grand-mère en népalais. Voilà. Comment êtes-vous reparti et d'où nous vient ce nouvel ouvrage, Achaïère? Vous êtes reparti en Asie centrale. Ouais. Et racontez-nous votre voyage, votre envie, tout ça. Comment êtes-vous parti déjà? Alors, je suis reparti autant de 2009 à 2011. Je suis parti avec un sac à dos et mes jambes. Et j'ai fait comme j'ai pu pour rejoindre la France, donc de l'Indonésie. Le but était de ne pas prendre d'avion et j'ai un peu utilisé toutes les possibilités de transport, que ce soit du bus au train, à la moto. Et là, le but était que je reparte faire un long périple, faire une expédition pendant, j'imaginais 1 an, ça a duré 16 mois. Et en fait, en avril 2016, je suis reparti avec un van que j'ai aménagé. Et j'ai vécu dedans pendant 16 mois. Et je viens de revenir. En fait, quand je dis je reviens de revenir, je rentre en septembre à Paris. Et ça s'est passé vite puisque j'ai sorti le livre il y a même pas un mois. Et voilà, ça a duré 16 mois. Mon but était de pousser un peu plus mes recherches et mes premières expériences. C'est-à-dire que sur le premier projet, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de suivre les derniers nomades de Perse et d'Asie centrale, et que la seule solution que j'avais pour les suivre et les retrouver, c'est d'avoir mon propre véhicule. Donc, d'où le fait de repartir avec avec un van pour être complètement indépendant et pouvoir les suivre sur des jours, des semaines, voire des mois. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et mon livre Achaïère, Achaïère veut dire nomade en persan. Donc, alors ce ne sont pas que les nomades iraniens, ce sont les nomades d'Iran. J'ai suivi 2 groupes en Iran et 8 groupes nomades en tout en Iran et en Asie centrale. Voilà. Bah oui, je sais pas quoi. Que dire de mieux? Qu'est-ce que vous nous rapportez vous êtes parti, je crois, à une période assez particulière par rapport à l'actualité internationale. Vous m'avez raconté que vous étiez parti avant Daesh. Ah là, tu es rentré dans Comment? une conversation Non, mais personnelle. c'est pas pour aller dans le truc Non, polémique, il n'y a mais pas de problème.
comment vous avez vécu ce voyage? Le monde a-t-il changé entre-temps? Je ne sais pas si Comment le les monde a peuples changé, mais nomades vivent? alors je pense que les nomades en Perse, en Asie centrale, ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe, de l'actualité du monde. Faut être réaliste, surtout les nomades en Iran. On parle de groupes qui sont complètement isolés, hein, donc l'actualité même de leur pays, je pense, leur échappe. Alors l'actualité du Moyen-Orient et de ce qui peut se passer en France, encore plus. Alors, alors c'est très rare, mais il y en a qui n'ont pas de téléphone portable. Mais il y a souvent, j'ai remarqué quand même que le chef de famille, même si leur portable ne capte pas, hein, ils montent sur une petite montagne pour essayer de capter et envoyer un SMS. Non, non, en termes de communication, on est quand même à l'ancienne. Et oui, le monde, je ne sais pas si le monde a changé, le monde a évolué. La seule chose qui a changé vraiment pour moi, c'était le regard que portaient les autorités des pays quand je traversais, puisque entre l'aller et le retour, puisque j'ai fait exactement le même chemin entre la France et l'Afghanistan. Donc, vous imaginez le nombre de frontières que j'ai passées. Je crois que j'avais compté que c'était une quarantaine en tout. Mais 40, c'est-à-dire 20 fois 2. Donc, aller et retour, effectivement, à l'aller, personne ne se souciait d'où je venais, ce que je faisais ici, quelles étaient mes intentions. Bon, à part d'être un photographe, parce que je me déclare jamais comme photographe quand je traverse ces pays-là, puisque photographe veut souvent dire dans leur tête journaliste. Journaliste, c'est pas bon. On parle de l'Iran, l'Asie centrale, de l'Afghanistan. Vous imaginez bien qu'un journaliste, c'est pas forcément bien accueilli. En tout cas, on a peur. Les autorités ont peur de ça. Donc je me suis jamais, j'ai jamais prétendu être photographe. J'ai plutôt dit que j'étais un voyageur solitaire, un peu artiste. Je préférais passer un peu pour un illuminé que d'expliquer que j'étais un photographe ou un journaliste qui avait des bonnes intentions. Et donc oui, effectivement, pour reprendre ce que je disais, c'est qu'entre l'aller et le retour, il y avait une grande différence parce que déjà, il y a les attentats de Charlie Hebdo, j'étais identifié comme français parce que j'avais le passeport français, et qu'à partir des attentats de Charlie Hebdo, effectivement, quand je passais des frontières, on me demandait ce que si ma dans les semaines qu'on suivait, on m'a demandé si ma famille était en sécurité, si j'avais pas eu de problème, tout ça. Mais au fur et à mesure, c'est vrai que j'ai eu de plus en plus des entretiens avec les autorités qui me demandaient ce que je faisais là, est-ce que si j'étais pas en train de venir pour faire moi-même le djihad ou, pour, ou pour essayer de voir ce qui se passait dans les pays, si le djihad était présent, que ce soit au Tadjikistan, en Afghanistan. Et effectivement, j'ai passé beaucoup d'heures à la frontière. Et c'était de plus en plus embêtant jusqu'au point où, effectivement, quand je suis rentré sur le chemin du retour, j'ai passé la frontière de l'Iran à la Turquie, très très proche de l'Irak. Très très proche, c'est 20 km. Hein. Donc l'État islamique était, on va dire, à une quarantaine de kilomètres. Et effectivement, les autorités turques m'ont pris pour quelqu'un qui... Parce que j'étais au croisement de deux routes, une qui venait d'Iran, une qui venait d'Irak. Ils ne pouvaient pas exactement savoir sur le moment même, il était tard, j'avais passé la frontière vers 20h, donc il faisait nuit, c'était au mois de juillet. Et effectivement, quand l'armée turque m'a arrêté, ils pensaient que je revenais d'Irak et que que j'étais parti là-bas pour rejoindre l'État islamique. Donc je m'en rendais pas compte. Moi, j'étais parti 16 mois. J'étais vraiment au courant parce que je m'intéresse beaucoup à la géopolitique de ces pays, mais moi j'étais parti loin, j'étais isolé, je n'avais pas parlé de ça avec les gens que je croisais. Donc quand je me suis fait arrêter, j'étais loin de penser qui pouvait s'imaginer ça. Et en fait, quand j'essayais de me justifier, mais je suis français, en fait, c'était encore pire, puisque en fait, j'étais le profil parfait, jeune, barbu, van noir, t-shirt noir, treillis, français, carte d'identité française. Donc voilà, si je peux dire que si les choses ont changé, c'était plus mon rapport avec les autorités. Après, tout ce qui concerne l'État islamique, c'est encore un autre débat. Pour s'intéresser plus au cœur de ton travail, donc, d'où te vient cet attrait pour l'Asie, si tu peux en parler ou si c'est juste comme ça, mais pour le nomadisme et comment, en tant que photographe, avec ton appareil de photographie, tu abordes des peuples nomades, comment ils le reçoivent,
Comment tu t'intègres? Comment tu communiques avec eux? Alors, si je m'intéresse à l'Asie, je ne sais pas si je m'intéresse à l'Asie dans un sens général, même si mon premier voyage était un peu un peu partout en Asie, je me cherchais quand même pas mal en 2009, contrairement à maintenant. Le Moyen-Orient et la Perse, ça fait partie un peu de ma culture. J'ai grandi en lisant des livres, des histoires, en m'intéressant à la géopolitique de ces pays-là. Donc effectivement, je connais assez bien l'histoire de la Perse, de la Mésopotamie, du monde arabe en général. Et j'avais vraiment envie de le connaître. J'ai eu la chance d'avoir passé pas mal de temps au Proche-Orient, en Syrie, au Liban et en Jordanie, avant que la région soit troublée. Et d'ailleurs, quand je repars en 2009, j'avais l'intention de repasser par la Syrie. On était au tout début des problèmes là-bas. Je ne pensais pas me faire bloquer et les autorités m'ont bloqué en 2011 quand j'ai quitté l'Irak. L'Irak qui était alors à l'époque une zone que je n'avais pu traverser et qui est, comme vous l'imaginez, pas possible à l'heure actuelle. Je me suis toujours intéressé à la Perse, à la Mésopotamie. Du coup, c'était comme un rêve la première fois que je me suis retrouvé en Iran, enfin en Asie centrale en général, puisque quand je parle de Perse, généralement, j'utilise le mot Perse parce que j'englobe la culture qu'il peut y avoir jusqu'au Tadjikistan, jusqu'en Ouzbékistan, puisque Samarcande, même l'Afghanistan, hein, une partie de l'Afghanistan, une partie du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan faisaient partie du monde perse. Donc, je me suis intéressé à ça depuis que j'ai 13, 14, 15 ans. Donc, c'était comme un rêve pour moi d'y aller. Maintenant, j'y ai été, j'ai passé 2, 3 ans de ma vie sur place. Je connais mieux l'Iran que la France. Donc, je m'y sens à l'aise et c'était juste logique pour moi de retourner là-bas. Donc ça, c'est pour répondre à la première question de l'Asie. Moi, c'est plus l'Asie centrale et la Perse que le reste de l'Asie, parce que l'Asie, c'est quand même le plus grand des continents. Donc c'est large, c'est trop large pour moi de dire que j'aime l'Asie. Ça veut du Japon à l'Indonésie, à la Turquie, on parle de l'Asie, donc c'est un peu compliqué. Et après, les nomades, c'est lié à mon premier voyage parce que justement, en voulant suivre des groupes nomades sur le premier voyage et j'ai rencontré les difficultés en fait. Suivre des nomades, c'est plus que compliqué parce que quand on parle de nomades, il faut savoir où c'est qu'ils sont déjà et ils se déplacent, donc ils sont jamais au bon endroit. Il n'y a pas de carte sur les nomades. J'en ai pas trouvé dans Bon du Monde. Donc il a fallu que je demande à des gens. En 2010, quand j'étais en Iran et que j'ai rencontré des personnes appartenant aux tribus Kashkai, j'ai essayé de les trouver. Quand je les ai trouvés, par un chauffeur qui m'a déposé devant une tente qui n'était pas trop loin d'une route, j'ai passé 1 heure à boire un thé dans une tente. Et puis quand j'ai voulu prolonger mon expérience, aller voir d'autres groupes, des camps avec beaucoup de tentes, j'ai pas pu les trouver, puis c'était très compliqué en fait de pouvoir avoir accès déjà à eux, trouver où ils étaient, avoir accès à eux, de rester, et puis après quoi, de repartir. J'avais pas de véhicule, ils habitent en dehors des gros axes routiers, ils habitent souvent en montagne ou dans des plaines éloignées de toute forme de civilisation. Donc il fallait vraiment que je retourne en fait en Iran et en Asie centrale avec mon propre véhicule pour pouvoir les suivre. Donc les nomades, en fait, comme j'ai trouvé que le sujet était difficile, je me suis dit je vais revenir d'une manière différente. Et c'est pour ça que je suis revenu, que j'ai aménagé un van. Et je me suis dit, avec le van, je pourrais me concentrer sur ce sujet-là, passer des jours, des semaines et des mois. Si jamais ils me refusent, ils me disent de partir et qu'ils n'acceptent pas que je reste avec eux, j'ai mon van, je peux repartir. Si je peux passer plus d'1 heure, une nuit, 2 jours, 3 jours, une semaine, je reste. Voilà, je suis indépendant, j'ai pas besoin de gérer un transport, comment ça s'appelle, un chauffeur qui va m'attendre ou venir me récupérer 2, 3 jours après. Donc c'était le plus simple, c'était d'être indépendant et d'avoir mon propre véhicule. Qu'est-ce que vous percevez aujourd'hui de ces tribus nomades? Est-ce qu'elles sont comme elles ont l'air en voie de disparition? Comment est-ce qu'elles vivent ça? Qu'est-ce que vous voulez nous Le, en transmettre? le nomadisme même se termine.
C'est, je suis pas anthropologue, mais à force de connaître un peu le monde des nomades, je pense pas que dans 30-40 ans, on retrouve le système nomade comme on peut le voir maintenant. Quand je parle du nomadisme, il faut savoir qu'il y a des nomades qui sont nomades toute l'année. Donc en l'occurrence, c'est les Kashkai, les Bartiari que j'ai suivis, étudiés et photographiés, qu'on retrouve dans le livre Achaïr. Ce sont des nomades qui vivent toute l'année sous la tente. Donc ce sont, entre guillemets, des vrais nomades. On peut retrouver en Asie centrale pas mal de groupes nomades qui sont soit sédentarisés depuis peu, mais qui gardent une philosophie de nomade. Donc en gros, ils ont construit leur maison sans autorisation. Comme en Mongolie, il n'y a pas de droit au territoire, on peut construire où on veut. Donc en Asie centrale, il y a ça. Ils se sont sédentarisés il y a peu, où il y a des semi-nomades. Donc en Asie centrale, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que la moitié de l'année, leurs troupeaux, puisque ce sont des bergers pastoraux, ils ont tout un troupeau qu'ils amènent près de leur maison qu'ils ont fabriquée. Ils attendent en fait les beaux jours pour pouvoir emmener leurs troupeaux sur les hauts pâturages. Donc, ce sont des semi-nomades. Donc, eux, pendant le reste de l'année, pendant les beaux jours, pendant le printemps et l'été, ils construisent leur yourte et ils amènent leurs troupeaux sur les sommets. Donc, il y a vraiment, on va dire, trois formes. Il y a deux formes de nomadisme, des nomades qui passent toute leur année sous la tente ou sous la yourte, des semi-nomades, et puis il y a des nomades justement sédentarisés il y a peu. Effectivement, les nomades qui passent toute l'année sous la tente, comme j'ai pu voir en Iran, je pense qu'on est sur la fin pour la simple et bonne raison, et j'ai pu le constater, que la nouvelle génération, donc on va dire des, des jeunes de 15-25 ans qui aident leurs parents encore avec le troupeau, à travailler sous la tente, qui aident leur mère et leur grand-mère à faire à manger, ne s'intéressent plus, ne veulent plus ça. Et dans le peu de discussions que j'ai pu avoir avec eux, relativement ouvertes, pour eux, ils sont un peu comme on peut imaginer d'ici, c'est-à-dire que ils veulent avoir une voiture, ils veulent avoir un appartement, ils veulent aller manger au restaurant, la vie sous la tente les intéresse plus, et j'ai trouvé ça très triste, mais je les juge pas du tout, je constate juste que qu'on arrive comme dans un système qui se termine. Donc après, des nomades, il y en a un peu, il y en a en Afrique, en Mongolie, il y a beaucoup de groupes nomades qui passent toute leur vie sous leur tente, sous leur yourte et tout. Il n'y a pas que là où j'ai été, mais le nomadisme, ouais, on arrive quand même sur la fin d'un système. Voilà, j'essaye en fait justement. C'est ce qui m'a inquiété en 2011 quand j'ai constaté ça, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis retourné là-bas, puisque je me suis dit, je voulais faire un témoignage on va dire, de cette forme du nomadisme qui tend à disparaître. Est-ce qu'il y a des tribus particulières qui vous ont touché ou avec qui vous avez passé un temps? Bah, les Kashkai et les Bartiari en Iran, oui, sont les deux plus intéressantes parce que justement, ce sont des nomades qui passent tout leur temps sous la tente, et je trouve ça assez extraordinaire. C'est-à-dire que toute leur vie, enfin, depuis des centaines d'années, voire des millénaires, ils ont la même façon de se déplacer. Alors bon, il y a de moins en moins quand même pendant les grandes migrations, il y a quand même de moins en moins de chameaux, d'ânes et de chevaux. Il y a de plus en plus de camions qui les aident à faire les déplacements. C'est un peu moins joli, surtout quand on fait de la photographie, mais voilà, c'est ce qui m'intéressait quand même de voir ça, c'était d'imaginer que voilà, toute leur vie, c'est dehors, quoi. Et ils ont, en plus, je suis passionné de leur tapis, de leur kilim très exactement, parce que dire tapis en Iran, faut se méfier. Et donc, je suis passionné de leur kilim. Je suis passionné de l'art des Kashkai que je collectionne depuis des années. J'ai plusieurs kilims chez moi. Et effectivement, retrouver, les voir faire les tapis, voir toutes ces couleurs qu'on peut retrouver sous la tente, même s'il y a de plus en plus de plastique à côté qui ne servent à rien, ça reste toujours magnifique. Et s'il y a bien des groupes nomades qui me passionnent, c'est bien les deux groupes nomades que j'ai suivis en Iran, qui sont les Kashkai et les Bartiari. C'est dans quelle région d'Iran?
Ils sont exactement ils sont dans une région qui est très proche. C'est le Zagros, donc il y a les montagnes du Zagros qui sont au sud de Isfahan. Et ils font pas la migration exactement au même endroit. Les Qashqaïs descendent jusqu'au golfe Persique, jusqu'au port de Boucher exactement. Et les Qashqaïs et les Bartiari, pardon, restent autour du Zagros. Ils montent pendant l'hiver sur les montagnes du Zagros. Ils descendent beaucoup moins. Mais on va dire que si on prend l'Iran et qu'on pointe ces deux groupes, on va tomber à 300 km. Hein. Donc, vu la taille du pays, c'est deux groupes qui sont très proches. Il y a 63 groupes répertoriés en Iran. Ce sont les deux derniers groupes qui sont entièrement nomades. Les autres, c'est pas vrai, ils ne le sont pas. Je l'ai vérifié. Voilà. Comment ils sont considérés par les autorités religieuses? C'est compliqué. Ils ont pas le même rapport en plus les deux groupes puisque les Qashqaïs est un groupe turc. Donc du coup, j'aurais tendance à dire que ce soit que les autorités ou par le peuple iranien, ils sont pas très bien vus. J'aime pas trop faire des comparaisons de ce genre-là surtout, mais c'est un peu les Roms chez nous, quoi. Donc du coup, moi j'ai eu des discussions avec des Iraniens où j'étais un petit peu choqué de leur manière de parler des Qashqaïs. Les Bartiari, justement, c'est tout l'inverse. C'est un groupe perse et iranien, donc la langue est très très proche. Vraiment, les Qashqaïs parlent turc. Hein. Donc, et quand je dis groupe turc, attention, il ne faut pas confondre, ils ne viennent pas de Turquie. Ce sont les Turcs qui viennent de la Mongolie au Turkménistan. Ce sont des groupes qui se sont déplacés avec les années. Et c'est eux l'origine des Turcs. Hein. Quand je dis groupe turc, les Ouzbeks sont des groupes turcs, les Kazakhs sont des Turcs, et on ne parle pas de Turquie là. Mais effectivement, la langue est la même. Donc, les Bartiari, par contre, ce sont des groupes iraniens, des groupes perses. Et là, pour le coup, les Iraniens sont assez fiers parce qu'ils représentent en fait l'ancienne culture. Ah, puis il y a tout le côté, il y a tout un attrait en Iran sur le zoroastrisme et Persépolis, tout ce qu'il y avait avant l'islam. Donc voilà, les Iraniens aiment bien se replonger un peu dans leur culture ancienne. Les Sassanides. Ouais, tout à fait. Donc les Bartiari tournent autour de ça. Donc les Iraniens, moi depuis que je suis rentré, j'ai beaucoup de contacts en fait avec des Bartiari qui sont sédentarisés, qui ont vu la couverture du livre, qui ont vu mon travail, et du coup je reçois beaucoup de messages de leur part. Moi j'aimerais bien leur montrer maintenant mon travail en retour, et retourner là-bas, présenter un peu les photos et le travail. On verra, ça se fera, c'est sûr, parce que je vais retourner régulièrement, au moins tous les ans en Iran. Donc et puis j'ai fait un travail qui n'est pas du tout fini, même si j'ai sorti un livre maintenant, je vais continuer à suivre les nomades au moins pour les 10 prochaines années. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire dans votre travail photographique, qu'est-ce qu'une bonne photo pour vous? Ou en tout cas, comment vous résolvez la question? Et comment la prenez-vous? Je ne suis pas du tout un technicien, donc je ne suis pas trop à l'aise avec ce genre de questions. Un photographe, c'est quelqu'un qui connaît la lumière et le cadrage. Moi, je suis un peu. Je photographie quasiment tout le temps à la même heure, avec le même objectif, le même appareil depuis 10 ans. Donc, en fait, le côté technique, il est passé à la trappe, puisque je sculpte la lumière sur 1 heure et demie de temps, on va dire. Comme tous les photographes connaissent, en fin d'après-midi, puisque pour moi, les lumières zénithales, ça tue l'image. Donc, en fait, maintenant, je photographie pas quand je sais que la photo ne va pas être belle. Donc, ça m'intéresse pas. Je préfère passer du temps. Si là, on parlait de nomades, je préfère passer du temps avec eux, à discuter, à comprendre qui ils sont, à manger, dormir, boire du thé, beaucoup de thé, et que photographier. En fait, la photographie, c'est très peu de temps. Hein, dans mon travail, quand je fais un travail qui est quand même proche de l'ethnographie, j'étudie, j'essaye de comprendre, je passe du temps avec eux. La photographie, finalement, c'est que quelques secondes. Hein, donc, il faut savoir juste quand le faire, bien le faire, c'est sûr. J'essaie de faire le mieux possible. Mais c'est que quelques secondes, en fait. Sur une journée passée,
Cumuler la photographie va même pas me prendre 20 minutes ou 30 minutes, quoi. Allez, 1 heure, dans un grand jour où la lumière et ce qui se passe devant moi est extraordinaire, ça va durer 1 heure, mais maximum, quoi. Voilà. Et quel est le rapport des nomades à vos photographies? C'est compliqué. C'est compliqué, surtout en Iran. Alors, en Iran, il y a pas. Alors, je tiens à dire que c'est pas parce que c'est en Iran. En Iran, parce que justement, ce sont des groupes qui sont nomades toute l'année. Ils sont pas liés avec la civilisation et déjà ils se prennent un choc quand je les approche. Il faut essayer de s'imaginer le contexte. J'arrive avec un van, un véhicule on est en Iran. Il n'y a pas 50 marques en Iran comme on peut voir ici, des Mercedes, des BM, des Renault. Quoi qu'ils ont des Renault en Iran, mais ils en ont très peu. Donc moi j'arrive avec un van, c'est un van Volkswagen, il est noir, ils n'ont jamais vu un véhicule comme ça. J'ai des vitres teintées, je sors, j'ai une grosse barbe, le crâne rasé, j'ai un appareil photo. Il est pas souvent avec moi quand je sors, je passe souvent du temps avec eux avant de sortir mon appareil photo, mais je suis un étranger, ils en voient jamais, ils en ont sûrement jamais vu, donc la plupart du temps ils me voient, ils se demandent qu'est-ce que je viens faire ici. Comme tous les Iraniens, ils savent très bien accueillir. Mais alors, l'accueil, c'est justement souvent la première heure. C'est-à-dire me poser avec eux, boire le thé. C'est traditionnel. Donc, pouvoir les trouver, pouvoir passer du temps avec eux, enfin, s'asseoir pendant 1 heure, c'est possible. Maintenant, passer ces 1 heure-là, le premier thé, voire le deuxième, troisième thé, et que j'essaie de leur faire comprendre que je suis là pour les photographier, pour comprendre qui ils sont, pour savoir comment ils fonctionnent, pour savoir comment ils vivent, comment ils mangent, comment ils dorment, comment ils se déplacent. Ils sont craintifs. Donc effectivement, j'ai eu pas mal de fois où voilà, je voyais, forcément, il y a toujours un chef de famille qui vient, c'est lui qui tranche, c'est lui qui décide, c'est lui qui accepte, c'est lui qui ouvre la possibilité, la porte. Moi, hein, parler de porte quand c'est des tentes, c'est un peu compliqué, mais qui laisse la possibilité de photographier et de passer plus de temps que les 1 heure. Donc il faut. J'aime pas parler de pourcentage, tout ça, mais c'est quand même. C'est quand même une approche sur deux où on me refuse ça. Parce que, et je le comprends tout à fait et je respecte parce que je pense qu'ils comprennent pas et je passe plus de temps finalement à leur faire comprendre ce que je suis et ce que je fais qu'à photographier tout simplement. Donc moi je respecte ça. Je me dis toujours que est-ce que quelqu'un qui viendrait sonner à ma porte et qui voudrait déjà je me dis que si moi je leur ouvrais ou si mes amis leur ouvraient la porte à un inconnu et leur proposaient de boire du thé, je suis pas sûr que déjà ça serait le cas dans nos pays. Donc déjà, moi, je me dis que j'ai toujours, même si j'ai su un refus, je me dis toujours que j'ai la chance qu'on m'ait ouvert la porte, on m'a laissé m'asseoir au milieu de la famille, des enfants, qu'on m'a offert du thé, des gâteaux. Je me dis que j'ai déjà beaucoup de chance. Si on me refuse derrière que je passe, que ça soit la nuit avec eux, ou des fois, j'ai passé 3 jours, une semaine avec eux. Hein. Donc, il y a eu des fois, j'ai eu quand même, quand on a accepté que je les suive, c'était vraiment extraordinaire. Mais quand on m'a refusé, enfin, je comprends 1000 fois en fait. C'est juste logique. Après, quand ils ont accepté, c'est même des fois, je me suis demandé pourquoi ils acceptaient. Et je pense qu'ils étaient curieux et il faut aussi se remettre dans ce contexte-là, surtout pour des Iraniens. Les Arabes sont comme ça aussi. C'est que c'est un honneur aussi pour eux d'aller les voir. Et du coup, ils ont voilà, c'est dans leur culture de faire bon accueil. Donc, j'ai toujours été impressionné par ça. Et c'est pas parce que ça fait 10 ans que je voyage dans ces pays-là que je suis pas étonné à chaque fois. Là, demain, je retourne en Iran, on me réaccepte sous une tente, je passe 2 jours avec une famille, je sais jamais quoi faire à part les remercier. Et j'ai la chance d'avoir mon van, d'avoir un système qui me permet, entre un ordinateur et une imprimante, de tirer mes photos sur place. Donc, euh, mon, mon- ma manière de les remercier était souvent de tirer des photos pour pouvoir leur donner sur place, des choses qu'ils n'ont souvent jamais eu l'occasion d'avoir. Voilà.
Je voulais vous demander, comme on demande à beaucoup de gens qui passent pendant ce mois du voyage, très simplement, qu'est-ce que c'est pour vous le voyage aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que de parler de l'exploration, de l'ailleurs à travers un livre? Est-ce que le monde peut être encore exploré? Qu'est-ce que vous souhaitez en dire? Alors, c'est difficile, hein, de définir le voyage. C'est très Moi, large, si je mais dois en avoir une seule, je dirais que c'est le dépaysement qui fait le voyage. Donc évidemment, c'est plus compliqué parce qu'à Pékin, il y a des rues piétonnes qui ressemblent exactement, presque trait pour trait à la rue Leneveu, qui est la rue commerçante d'Angers, donc la ville où j'habite. C'est les mêmes magasins, c'est les mêmes enseignes. Donc le dépaysement, c'est Pierre Loti qui écrivait ça. Il va falloir aller le chercher de plus en plus loin. Donc il a été très, très visionnaire parce qu'effectivement, c'est dur. Voilà, peut-être qu'il faut s'engager davantage aujourd'hui pour être dépaysé que ça pouvait être le cas il y a 15 ou 20 ans. C'est peut-être aussi pour ça que moi j'ai une affection particulière pour l'Asie centrale. C'est que c'est peut-être, voilà, il est là immédiatement, le dépaysement en Asie centrale. Ne serait-ce que par son histoire politique, géopolitique, de par ses paysages extraordinaires. Tout de suite, on en a par l'absence, pas l'absence de villes, mais c'est des cultures nomades. Donc les nomades n'ont jamais été très très forts pour construire des villes. Voilà, faut pas aller au Kyrgyzstan pour les villes. Donc voilà tout ce qui fait la mondialisation. Voilà, si c'est le mot qu'il faut dire, c'est les villes qui font ça. En Asie centrale, les villes, elles sont. En même temps, je raconte des bêtises parce qu'il y a Samarcande. Donc en ville, ça se pose là. Enfin, ça se posait là parce que c'est un peu Walt Disney, paraît-il. Voilà, ouais, c'est Ouais. pas très. Tu n'y as pas été? Si, Ok. mais c'était pas Walt Disney à ce point-là. Mais dans le Non. prochain bout du monde, on a un carnet de voyage d'un voyageur qui rêvait de boire un chai à Samarcande au pied du Régistan et qui a constaté que le ministre du Tourisme là-bas, c'était Ubu, quoi. Ubu. Ou qui on veut, mais c'est assez absurde. Je voulais vous inviter à nous parler de votre prochain numéro, de ce qu'on peut y trouver, et peut-être de votre dernier aussi. Si Dans vous quel pouvez, ordre? ce que vous voulez. C'est ce Donc que le numéro comme 20, ça, c'est le tout dernier. c'est le numéro 25. Qu'est-ce qu'on y trouve? Donc il est consacré aux fleuves pour une large part, pas exclusivement, mais il y a beaucoup de sujets sur les fleuves. Alors, une petite anecdote, quand Carès a cité sa maison d'édition, la Moudaria, donc le fameux fleuve, je savais très bien qu'il connaissait la Moudaria, qu'il était passionné par ce fleuve, et j'ai complètement oublié de lui demander un sujet sur la Moudaria, et c'est un peu le sujet qui manque Merci. dans ce bout du monde sur les fleuves. Donc Merci, William. donc je m'en suis un peu voulu. Citons, on a un très très beau sujet de Vincent-Henri et Emmanuel Prost sur le delta noir du Niger. Donc c'est Port Harcourt au Nigeria avec les pétroliers qui ont fait péter des oléoducs et qui s'en sortent pas si mal finalement. Donc ont été jugés, mais ça va pour eux pas si mal. On a un sujet sur un voyageur qui remonte le Nil au Soudan et donc c'est en Nubie et qui découvre que toutes les 3 ou 4 heures de marche, il a la certitude de trouver une petite cabane avec à l'intérieur des jarres d'eau fraîche qui sont remplis. Voilà, parce que c'est une marche qui est difficile, il fait chaud, c'est vraiment un voyage très engageant et voilà, il raconte ça avec beaucoup de poésie. Donc voilà, c'est sur les fleuves. Il y a aussi un très beau sujet donc dessiné sur le Nil en Égypte. Et puis, on a des sujets sur la France, notamment un voyageur qui part pas très loin de chez lui. Il habite dans le sud-est de la France. Il prend son canoë, il descend le Rhône, il va jusqu'aux Saintes-Maries-de-la-Mer. On a deux femmes, l'une écrit, l'autre fait des dessins. Elle s'intéresse à l'estuaire de la Gironde, donc elle longe l'estuaire de la Gironde pendant 2 semaines. On a aussi un voyageur qui compare la Loire et le Niger, deux fleuves qui sont à 6000 km l'un de l'autre et qui ont plein de choses à se dire parce qu'ils se ressemblent. Voilà, c'est les mêmes embarcations, c'est les mêmes crues, c'est le même paysage, c'est les mêmes oiseaux. Ces deux Amoudaria. Voilà. Et puis on a un sujet qui est rigolo sur les micronations. C'est un voyageur qui a eu cette drôle d'idée de faire le tour du monde des micronations. Donc les micronations, c'est en général c'est des illuminés qui se sont autoproclamés chefs d'État. Donc la principauté du Sealand qui est au large de l'Angleterre, le Liberland qui est en Yougoslavie,
Donc c'est traité avec humour. Et puis on a un autre, voilà, alors là ça c'est le cas typique du carnet de voyage que nous on publie, ça n'a pas du tout écrit pour être publié. C'est assez léger, c'est un couple de retraités qui part en Islande avec un van, qui pensaient qu'ils allaient prendre des douches dans leur van, leur douche ne marche pas. Donc ils n'ont qu'un moyen, c'est parce que les hôtels sont très très chers en Islande, ils n'ont qu'un moyen, c'est d'aller dans les piscines. Il y a des piscines partout en Islande. Donc c'est un tour de l'Islande en décrivant les piscines municipales. Donc c'est très très original. On trouvera ça nulle part ailleurs que dans le bout du monde. Donc, voilà, on a un sujet sur le Groenland, sur Itokorturmit, donc on a l'impression que les Groenlandais se sont assis sur une machine à écrire en l'écrivant, mais pas facile à écrire comme mot. Donc qui témoigne du réchauffement climatique, des normes européennes qui interdisent aux chasseurs groenlandais de pêcher le phoque, avec une bonne conscience écologique d'un côté et puis qui menacent un mode de vie de l'autre. Donc voilà où est la jungle des Seychelles. Donc voilà, c'est une voyageuse qui a attaqué les Seychelles par sa face touristique, avec les resorts, les hôtels, et puis les tubes de crème solaire, et puis qui finalement s'est un peu enfoncé dans la jungle, et puis qui nous raconte les Seychelles un peu autrement. Donc c'est pas mal. Et puis pour le prochain numéro, donc ça va être sur l'Asie centrale. Tu vas me proposer quelque chose là ou... Voilà, c'est devant témoin. Donc il y aura Caresse. Il y aura un sujet, je n'ai pas tout en tête. Il y aura un sujet sur Samarcande, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, c'est l'aseptisation un petit peu d'une ville mythique de la route de la soie. Il y aura un sujet assez drôle sur un voyageur qui il est à Tashkent en Ouzbékistan, il veut un visa turkmène et puis il n'est pas très attentif dans le bureau de l'officier, du douanier. Il a son visa qui commence le 30, son visa turkmène qui commence le 30 et son visa ouzbek se termine le 24. Donc voilà, il est clandestin pendant 6 jours. Comment il se débrouille pour... voilà, et il rencontre un mafieux... Et puis c'est pas facile en plus là-bas. Un mafieux russe, c'est à 2 doigts de mal tourner. Il nous raconte ça, donc ça finit bien, c'est assez drôle. Dans un autre style, on a une balade photographique sur le littoral belge hors saison. Des photos assez cliniques, moi que j'aime beaucoup. Qu'a-t-on d'autre ? On a un très très beau sujet. C'est un sujet qui va être publié en 2017 chez Nevikata. C'est ça. C'est une histoire assez incroyable d'alpinistes. Donc il y a 2 Norvégiens et un Suisse. Un Australien, pardon. Et voilà. En 1909, qui vont faire de l'alpinisme en Corse et qui se retrouvent un peu bloqués dans la vallée Nebbia en Corse, dans un village où les hommes sont de moins en moins nombreux depuis qu'ils règlent leurs différends à la chevrotine. Et il y a beaucoup de femmes, ce qui fait que c'est un peu devenu une tribu matriarcale. Et ces femmes-là, ça fait longtemps qu'elles n'avaient pas vu 3 beaux gars débarquer dans le village. Et voilà, ça finit pas en Sodome et Gomorre, mais pas loin. Donc c'est un sujet assez original. Qu'a-t-on d'autre dans le prochain bout du monde ? J'ai pas tout en tête. C'est déjà pas mal, ça donne bien envie. Voilà. Et puis donc l'Asie centrale, on aura des chouettes sujets sur l'Asie centrale. Un voyage au Kyrgyzstan que j'ai fait également, avec une approche vraiment de touriste. Pour le coup, voilà, je suis un touriste, je suis resté 1 mois au Kyrgyzstan sans la prétention de pas y comprendre grand-chose, mais avec du ressenti de voyageur qui traverse ce qu'il peut ressentir quand il traverse un pays en 1 mois seulement. Le prochain numéro est prévu pour ? Il est prévu en théorie pour le 21 mars. Donc l'enjeu, c'est de l'avoir pour le Salon du Livre 4-5 jours avant. Voilà, vous êtes présent au Salon du Livre ? Oui, et 4-5 jours avant, c'est pas facile de dire à un imprimeur qu'on le voudrait 5 jours plus tôt, mais on va tâcher. Faut pas que Caresse soit en retard, quoi. Ah, la pression. Dernière question, quels sont vos prochains voyages, à l'un comme à l'autre ? Ou est-ce qu'il y en a de prévus ou pas d'ailleurs ? Moi, j'espère aller aux Zanskar en août-septembre, en Himalaya. Moi, je viens de revenir de 16 mois de voyage, donc c'est pas une priorité.
Paris un peu. Voilà, Paris un peu. Je suis sans arrêt, je dis ça, mais parce que je fais des grandes expéditions qui durent 1 an et demi, 2 ans. Mais j'en ai pas prévu avant un bon moment, mais je suis quand même tout le temps en déplacement pour des reportages plus courts. Mais je montre très peu ce travail que je fais entre deux grands reportages, donc deux grandes expéditions. Donc non, pour l'instant, j'y pense pas. Mais voilà, tout mon travail se situe dans tous les cas en Iran et en Asie centrale, où je retournerai des dizaines de fois, si je peux, durant les 10 prochaines années. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour votre indépendance. Merci pour la qualité de votre travail. Et voilà, on est ravis de vous avoir reçu. Si vous voulez échanger avec Monsieur Carresteroy et Monsieur William Moxion, c'est tout de suite, comme vous le voulez. Merci. Merci pour l'accueil. Merci.